continuer avec vous, Jean-Marc Chazot. L'habitat participatif qui nous concerne, s'appelle les Castors du Cré de Roc à Saint-Étienne. On reviendra peut-être tout à l'heure sur le nom. Les Castors, évidemment, ça peut faire référence pour certains. En tout cas, c'est 13 logements dans le cadre de cet habitat coopératif. Vous les présentez comme des logements urbains passifs. Vous allez nous dire là aussi ce qu'il en est. Alors, pareil, 5 minutes, 10 minutes peut-être pour faire le tour un petit peu, nous présenter à la fois le projet et son histoire, parce qu'on se rend compte qu'inévitablement, c'est un tout, le bâtiment, et toute la genèse aussi qui amène à la conception de ce bâtiment. Et puis on pourra ensuite peut-être préciser un petit peu les espaces en eux-mêmes, ce qu'ils sont. Et vous m'avez demandé de commencer avec un plan de situation. Oui, alors je vais me lever d'ailleurs pour vous expliquer un peu mieux. Avant de parler plus, c'est intéressant que vous voyez, pour ceux qui sont de la région et qui connaissent un peu Saint-Étienne, où se situe le projet. Donc ce que vous avez en bas, c'est le cimetière du Cré de Roc. Ce qui est carrément en bas à droite, c'est la gare de Châteaucreux. La gare de Carnot étant de l'autre côté, on ne la voit pas encore, je pense. Non, on n'y est pas complètement. Et donc nous, l'écoquartier, parce qu'il s'agit d'un écoquartier, il est en fait dans cette zone. Vous voyez à droite une zone qui est encore complètement vide, où probablement dans moins de 2 ans viendra s'installer un second habitat participatif. Et toute la zone a été traitée. C'est un petit écoquartier qui est labellisé, mais c'est un tout petit écoquartier. Et c'est un écoquartier en QPV, quartier prioritaire ville, qui bénéficiait donc des statuts de rénovation urbaine, donc avec des TVA réduites pour certains, suivant son revenu fiscal. Et l'objectif de ce quartier, c'était de ramener de la population moyenne dans un quartier où le milieu populaire était bien représenté. Donc déjà, dès le début, on savait qu'on ne pouvait pas faire de mixité sociale à l'intérieur de notre projet. Et que cette mixité sociale, on la ferait sur le quartier. Et d'ailleurs, dans une période intermédiaire où on a cherché beaucoup de coopérateurs possibles, on parle quand même de coopératives, mais je viendrai quand même préciser quel type de coopérative on est. Il y avait beaucoup de candidats, et puis quand ils venaient sur le quartier, après ils nous disaient avec des pincettes, c'est pas vraiment le style de quartier où on voudrait habiter. Donc je pense que le côté mixité sociale, ça n'intéressait pas forcément les gens. Donc la mixité sociale, on l'a pas fait à l'intérieur du groupe, parce que c'était la mission de la ZAC de ramener des classes moyennes dans un quartier où il y avait beaucoup de classes populaires. Alors pour revenir, donc voilà, donc vous voyez à peu près le centre de Saint-Étienne est ici, si je ne me trompe pas, par là. On doit être pas loin de la préfecture quand on est ici, ce qui veut dire que ce quartier est à la fois proche du centre-ville, mais complètement isolé. Ça ne se voit pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été détruites. Ah non, là, il n'y en a plus beaucoup, puisque nos bâtiments, c'est les 3 bâtiments qui ont des toits blancs. Donc au centre de la diapositive. Voilà, ça c'était pour situer, mais on est donc en proximité immédiate du centre-ville, sans avoir les défauts du centre-ville, dans un quartier où il y a beaucoup d'apports de verdure. Et ça ne se voit pas vraiment, mais notre jardin intérieur, il a beaucoup poussé depuis qu'on y habite. Et il y en a encore un peu plus. Voilà pour le lieu. Alors l'historique, très rapidement. La ZAC des Joyaux a été créée en 2005. Et on était un petit groupe qui discutions depuis quelques années de comment on pourrait concevoir un logement ensemble. On ne parlait pas encore beaucoup d'habitat participatif en France. D'ailleurs, le village vertical qui a démarré à peu près en même temps que nous on faisait partie des projets qui redémarraient, alors que l'habitat participatif, on va le voir avec Mélan tout à l'heure, était quelque chose qui avait fait parler de lui en France dans les années 80. Mais il y avait quand même un point mort depuis quelques années, je dirais une bonne dizaine d'années. Et donc, on a redémarré un peu ces idées à quelques projets. Donc, on était quelques-uns à discuter ensemble. Et dans ces quelques-uns, il se trouve qu'il y avait un architecte qui a été choisi par la ville de Saint-Étienne pour être l'urbaniste de cette ZAC écoquartier qu'elle a démarré. Et assez vite, il a dit, moi, je peux proposer un projet citoyen d'habitants qui veulent habiter ensemble, qui veulent faire un projet innovateur dans le sens déjà de la façon de le monter, mais aussi qui veulent habiter en passif, aller mettre le curseur au niveau écologique beaucoup plus haut que votre écoquartier qui prévoit d'être en passif, en BBC. À l'époque, le BBC n'était pas encore là, puisque le BBC arrive en 2012.
Voilà, donc ça a été le point de départ. Et contrairement à tous les autres projets, notamment sur Lyon, où le problème du foncier est bien différent dans notre ville de Saint-Étienne, nous, on allait sur un terrain. Donc on avait déjà cette étape de chercher un lieu qui n'existait pas et qui aurait dû nous faire gagner beaucoup de temps. Hélas, donc notre projet, on peut le mettre en 3 temps, de 2006, fin 2006 à 2008, qui est le projet de développement. On a choisi un architecte, on s'est retrouvé assez vite un groupe de 12 foyers avec 6 sur une liste d'attente pour faire ce projet. On a fait un choix d'un architecte, on a fait les premières ébauches, on a fait les premières dépenses collectivement sans avoir de structure, donc il n'y avait même pas d'association. Et puis il y a une seconde étape qui est arrivée, une étape de mort clinique, on va dire, de fin 2008 à 2011, où plus rien ne se faisait. La ZAC était remise en cause, il n'y avait rien qui bougeait à cause de la crise immobilière. Les promoteurs, parce qu'il y avait 3 projets dans le quartier, dont un des promoteurs pour une 60aine de logements, voire un peu plus, ils ont lâché, ils ont jeté l'éponge, ils ont dit non, on ne part pas dans les conditions actuelles. Donc nous, on était en attente. On était prêt à démarrer, mais on ne voulait pas aller plus loin si le reste du quartier, les aménagements urbains, les voiries et toute la récupération d'eau qui était prévue pour un écoquartier ne se faisait pas, on n'allait pas y aller. Donc on est resté en attente. Et quand on a pu redémarrer sur la dernière période, la période donc de construction et de préparation de la construction, on avait perdu la moitié des troupes, voire un peu plus. Donc il a fallu qu'on retrouve de nouveaux coopérateurs, et c'est notamment les familles jeunes qui étaient parties, qui ne pouvaient pas attendre. Donc la dernière période, 2011-2015, on a accumulé le dépôt de permis de construire. Ça a été assez vite, mais ça a quand même pris 4 ans, et on a fini par construire. Un mot juste sur l'équipe qui est à l'origine de tout ça. Est-ce que c'est un groupe d'amis qui se trouve une envie commune de faire de l'habitat participatif, ou bien c'est des gens qui se sont rencontrés autour de cette idée d'habitat participatif qui ont fini par devenir, j'imagine, amis? Alors c'est un mixte des deux au début, et c'est autre chose à la fin. Donc un mix des deux au début, parce que c'était quand même des copains. D'ailleurs, quand on est parti sur l'idée de faire ce projet, on ne dit pas trop la date, parce que c'était le 31 décembre 2006. Je ne suis pas sûr qu'on était à jeun. Et on est parti, c'était vraiment un groupe de copains. Mais il y avait une cristallisation aussi autour de la première AMAP de Saint-Étienne, qui était l'AMAP du Cré-de-Roc. Et dans cette AMAP, les débats sur l'étalement urbain, sur le problème des terres agricoles qui disparaissaient, ça a été dit ce matin de façon exponentielle, nous posaient vraiment problème. Et donc l'un des premiers objectifs de ce projet, c'était stopper cet étalement urbain, réinvestir la ville, venir réhabiter le centre-ville. Pour certains, ils y étaient déjà, mais d'autres n'y étaient pas du tout. Donc voilà, le premier projet, il y a eu d'autres valeurs qui sont arrivées derrière, mais les premières valeurs, c'était retourner en centre-ville, diminuer notre impact sur le plan surface, parce qu'en faisant des espaces mutualisés, on avait besoin de moins d'espaces privés. Donc ça a été le premier projet. Après, le groupe, il s'est forcément reconstitué quand il y a eu des départs. Dans les départs, il y avait des foyers jeunes qui sont partis. Et le groupe final, moi, je le trouve plus riche que le groupe initial, parce qu'il était un petit peu, il se connaissait le groupe. J'ai perdu de ce groupe. Il y a des gens qui étaient vraiment des grands amis, qui restent des grands amis, qui sont partis de ce projet. Je les regrette, mais on a découvert d'autres personnes qu'on n'aurait pas pensé venir dans notre projet au début, et notamment dans les derniers qui sont arrivés, il y a un couple de personnes âgées qui ont choisi de venir du Beaujolais à Saint-Étienne, qui avaient 79 ans quand 76 ans quand ils ont rejoint, 86 aujourd'hui, et ils ne sont plus un couple puisque l'un des deux est décédé. Ça a été très divers, et la richesse d'un groupe qui s'est constitué en cours de route, elle était très intéressante. Et pardon, je précise juste parce que c'est pour être en écho aussi avec les discussions qu'on avait eues ce matin sur la question de la mixité sociale. Au-delà, il y a plusieurs formes de mixité. En tout cas, on retrouve ça dans les histoires d'habitat participatif, des rencontres au-delà de, quitte à ce qu'elles soient homogènes socialement, ces rencontres, quitte à ce qu'elles soient homogènes dans le créneau de l'âge ou de tout un tas d'éléments. La rencontre, l'habitat participatif avec quelqu'un qui est dans un cadre extérieur aussi habituel, ça fait partie des richesses aussi qu'il est important de nommer. En tout cas, vous le dites. Oui, c'était pas prévu au départ, et finalement, voilà. Et alors, ce matin, à un moment, on parlait de projet, et c'est vrai que quelque chose comme ça, on dit encore projet, nous, alors que ça fait 6 ans et demi qu'on y habite, parce que c'est tout le temps en redéfinition.
et on a encore des développements à faire. Alors un truc tout bête, c'est que comme on avait des problèmes acoustiques, ils sont qu'en train de se régler au bout de 6 ans, parce qu'on était à la limite des procès et tout. Donc il y a encore de la construction à terminer, mais il y a surtout que c'est toujours en mouvement. Donc, pour revenir sur le côté plus architectural de ce projet, donc là, sur cette photo, vous voyez que la situation, c'est pas loin du Zénith, pas loin de la Comédie, mais qui n'est pas construite là sur cette photo, du stade Geoffroy Guichard, de la Cité du Design. Donc, on est très bien situé pour des tas de choses, et notre plaisir, c'est quand on va à la Comédie de rentrer à pied et d'arriver plus vite que des gens qui sont venus en voiture. Donc, il y a plein de choses qui... La première volonté, c'était justement éviter l'étalement urbain et favoriser les déplacements doux. Vélo, on a plus de vélos, beaucoup plus de vélos, 2 fois plus de vélos que de voitures dans notre groupe. Vélo, à pied, transport en commun. Donc ça, c'était l'une des volontés. Après, les autres, ce matin, je m'excuse, son prénom c'est Pierre, oui. nous a parlé des différents... Pierre Servat. Des différents projets déclinés, chaque fois il y a un peu les mêmes choses. Il y avait le côté intergénérationnel, même s'il n'était pas très marqué, parce qu'on ne savait pas si on l'obtiendrait, on l'a obtenu sans problème. Il y avait le côté mutualisation, partage, donc ça c'était important pour nous. Il y avait le côté d'habiter son logement, de le définir, et là je dirais que je referai le projet, on irait un peu moins loin. On ne serait pas maître d'ouvrage, par exemple, ce qu'on déconseille à tous les groupes qui veulent démarrer, parce que ça nous a beaucoup usé. C'est un métier qu'on ne connaissait pas. On était 3 gérants pour suivre le chantier. Et ce côté maître d'ouvrage, ça a été compliqué parce qu'on est quelque part intéressé des deux côtés. Et on avait fait le choix. De toute façon, ce n'était pas un choix. On ne pouvait pas faire autrement. L'urbaniste de la ZAC ne pouvait pas être notre architecte. Donc, il nous a orienté vers un autre architecte. Mais c'est déjà difficile le travail avec un architecte. Mais alors, en tant que maître d'ouvrage, on a fait changer des choses plein de fois qu'on n'aurait jamais fait avec un maître d'ouvrage délégué. Donc c'est ce qu'on conseille à tous les habitants aujourd'hui. Surtout, ne faites pas maître d'ouvrage. Après, le choix qu'on a fait sur la structure, c'était une société coopérative de construction et d'attribution, civile coopérative. Alors, on a fait le choix c'est un peu anecdotique, encore que pas complètement. Au tout début, on a rencontré Abicop, mais qui était à ses débuts. Donc qui ne nous a pas apporté beaucoup d'éclairage sur ce qu'on voulait, sur notre réflexion. Et c'est les couples jeunes qui ont le moins voulu faire une coopérative d'habitants. Alors la différence, on l'a expliqué, c'est que coopérative d'habitants, on n'est pas propriétaire de son logement, mais de part, et surtout on est déconnecté du marché immobilier. 2007, c'était quand même une période où on était encore dans la période où on ne s'était pas cassé la gueule, ça allait venir, mais ça grimpait même à Saint-Étienne. Donc du coup, ces jeunes nous disaient, nous, si par le biais de notre vie professionnelle, on a changé de lieu, qu'on doit aller à Toulouse, à Poitiers, même à des villes moyennes, on va se retrouver dans un dilemme. On vend notre bien à Saint-Étienne, et pour avoir la même chose, il va falloir qu'on rallonge, où qu'on aille. Donc si en plus on se déconnecte du marché immobilier, c'est pas possible pour nous. Donc on les a écoutés, ça serait un choix qu'on fera aujourd'hui. Je ne sais pas si on fera le même, je ne pense pas, mais il y a un autre avantage dans une coopérative d'habitants, on est propriétaire, et c'est la stabilité. Il me semble qu'au village vertical, il y a eu pratiquement 30 ou 40% de rotation depuis le début. Nous, on est à 0. Alors, il y aura bientôt 2 premiers départs dans 1 an ou 2 pour un autre projet, d'ailleurs, d'habitat participatif. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine stabilité, ce n'est pas négligeable non plus. Mais c'est un choix différent, et puis tout le monde ne peut pas accéder à la propriété. Est-ce que vous pouvez peut-être juste bien repréciser, je ne sais pas si c'est tout à fait clair, ou alors peut-être que j'ai manqué un bout d'explication, mais à l'instant vous évoquiez par exemple le fait d'être déconnecté de la valeur. Ce que vous venez de dire à l'instant, c'est donc la coopérative permet d'éviter ça. Alors, la coopérative d'habitants, on est propriétaire de parts en face desquelles il y a un logement dans lequel on a mis plus ou moins d'argent, mais ces parts restent... pourrait peut-être mieux expliquer que moi, parce que je n'ai pas développé une coopérative d'habitants, mais il n'y a pas de suivi. Alors aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire, parce que bien que l'immobilier commence à remonter, mais à Saint-Étienne, ça ne voulait pas dire grand-chose. Parce que l'immobilier, on aurait déjà bien voulu qu'il ne baisse pas. D'accord, donc quand on n'est pas en coopérative, on est chacun... Nous, la valeur de nos logements, en étant une société coopérative qui a abouti à la fin du chantier, on est tous devenus propriétaires. Après, c'est comme une copropriété. On a choisi de rester une société coopérative et on va changer de statut dans 1 an ou 2, mais on l'a choisi uniquement pour que les espaces communs soient partagés comme on le voulait et pas
comme une copropriété où là, on parle de millième. Nous, on voulait que ce soit 13 coopérateurs, 13 parts, quelle que soit la surface qu'on avait, pour utiliser les espaces communs. J'ai peut-être pas toutes les clés et puis en même temps c'est pas si grave peut-être. Non, On mais peut on pourra en continuer. débattre Voilà. des deux statuts. Ok. Je vais finir simplement par la vie. Alors, si, le côté architectural, j'en ai pas parlé plus. On voulait une haute valeur environnementale. On voulait une construction le plus décarbonée possible. Donc, l'objectif, c'était le passif, sans forcément le label Passive House. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne sais même pas s'il n'est pas tombé dans les oubliettes, ce label. Il existe toujours, mais on n'en parle plus. On devrait être en passif dans toute la France aujourd'hui, depuis déjà 1 an ou 2. Donc passif, On n'en parle plus. c'est-à-dire qu'on n'a pas de... Label passif, alors on n'a pas de chauffage, ce qui n'empêche pas que dans nos logements, l'hiver, on est rarement en dessous de 19 degrés. On a un système de double flux, d'une VMC double flux qui ramène le flux rentrant proche de la température du flux sortant par un système d'échangeur à plaques. Et on a une toute petite résistance sur ce double flux pour ramener un peu de degrés quand il fait trop gris. Je ne dis pas trop froid, parce que comme c'est un logement nord-sud, bien exposé au soleil l'hiver, le soleil fait 90% du boulot. L'isolation, 15%, et les 5 derniers pourcents, c'est notre petite résistance, mais qui nous permet de consommer très peu en électricité. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne aussi l'été dans l'autre sens, à savoir qu'on refroidit le flux rentrant par le flux sortant, et on arrive à des logements. Alors avec la durée de vie, on est moins vigilant, mais on arrive à ne pas dépasser 24 degrés, même dans des époques où on a 40, et je pense que ça sera utile pour l'avenir, presque plus que le chauffage d'hiver. Donc ça fonctionne. Qualité de construction, donc on est ossature bois, donc pour être aussi léger, parce qu'à Saint-Étienne, il y a beaucoup de pieux, je vous l'ai dit, donc on a besoin de faire une construction légère, mais quand même costaud, donc ça permet les deux. Quasiment exclusivement des matériaux biosourcés. On a bien sûr construit avec un architecte qu'on a choisi, avec des entreprises, avec des appels d'offres, comme une coopérative, enfin comme un promoteur à la limite. Et à partir de là, on a fait très peu d'autoconstruction, uniquement pour des espaces comme le second abri vélo a été fait en autoconstruction. On a fait des récupérations d'eau, on a fait 2-3 trucs comme ça, mais globalement, la construction, la preuve sur le plan acoustique, ils n'ont pas réussi à nous offrir la performance qui était prévue dans le cahier des charges. Un mot sur les différents espaces partagés. Alors, les espaces partagés, on est à peu près dans les 10% qui sont octroyés dans les habitats participatifs. Donc, pour 1100 mètres carrés de construction, on a 100 mètres d'espace partagé dans lequel il y a une buanderie avec des machines et des séchoirs. On comprend on passe pas au-delà. Qui n'est pas obligatoire. Donc, sur 13 foyers, il y en a un et demi qui ne l'utilisent pas. Un complètement, parce que dans tout groupe, il y a parfois, moi je l'appelle, c'est plus joli, l'erreur de casting. Mais donc, il y a un foyer qui est un petit peu hors norme par rapport aux autres. Puis il y a un autre foyer, c'est un foyer multiculturel avec une japonaise et un français. Et elle, le linge qu'on partage, elle ne peut pas pour le moment. Il nous a dit, un jour j'y arriverai, on verra. Il y a une expression pour ça. Mais il a encore du temps. Lave son sale en famille. Il est jeune, il a du temps. Donc ça, c'est pas obligatoire. Mais par contre, les frais d'achat des machines sont en grande partie pris par la coopérative, où on participe tous, et qu'on l'utilise ou non. Après, il y a une grande salle commune. Alors, dans les photos que vous voyez défiler, ça, c'est le jardin commun. Ça, c'est un chantier. Voilà, ça, c'est la salle commune où on a nos réunions une fois par mois. Il y a une cuisine qu'on a refaite récemment. On a tombé quelques murs. On a refait cette salle commune pour la rendre plus conviviale. Donc, elle est utilisée, comme ça a été dit ce matin, par chacun d'entre nous pour faire des fêtes de famille où on est 30 et même dans les plus grands appartements on ne rentrerait pas, pour faire des fêtes communes entre nous. On a fait plusieurs fois les réveillons du 31, on se devait le faire puisque c'est l'un 31 qu'on a lancé ça. On fait des soirées cinéma, on fait des soirées jeux. Si tout ne marche pas de la même façon, il y a des choses qui marchent bien, personne ne se sent obligé de rien, mais il y a beaucoup de convivialité. Et notre espace intérieur où on a installé des tables et des bancs a beaucoup verdi ces dernières années. Je ne crois pas l'avoir. Voilà, on est là. Donc c'est vrai que bientôt on sera complètement à l'ombre, ce qui est bien au bout de 6 ans. Et c'est un lieu de partage, un moment qui a été fantastique. C'est le premier confinement qui était un vrai confinement, contrairement aux autres.
ça a été un confinement qui a été très bien vécu chez nous, et notamment par un couple qui a un jeune qui a une vingtaine d'années maintenant, qui est autiste. Lui, il attendait 20 heures pour qu'on aille chanter dehors, et il était hyper content. Et à la fin du premier confinement, il dit « Mais pourquoi on ne continue plus de chanter ?» On lui a dit « Mais on peut toujours chanter. » Ça devenait en plus un concert, on restait 1 heure et on faisait un peu gaffe de ne pas trop vexer les immeubles voisins, parce qu'on sentait qu'on était favorisé par rapport à ça, mais ça a été un moment magique. Et les moments les plus magiques, c'est tout ce qui n'est pas prévu. Et il y a beaucoup de choses, et du coup, on peut assumer assez facilement que sur 13 foyers, il y en a un qui est un peu moins dans les clous, c'est pas bien grave. Eh ben, ça donne envie tout ça. Merci beaucoup. Et pour dire qu'on a pensé que c'était quelque chose qui était non seulement bien, mais que c'était bien de le reproduire de façon complètement différente ailleurs, c'est que c'est autour de quelques habitants des Castors qu'on a créé l'association Coaptitude 42 en 2019, qui a pour but justement de faire parler de l'habitat participatif. Elle a vraiment redémarré son fonctionnement avec notamment l'aide de Carole cette année. Je vois qu'il y a Laurent ici, il y a pas mal de gens qui participent. C'est pas pour rien qu'on a participé à cette création, parce que ça nous paraît tellement bien d'aller vivre autrement. J'ai dû oublier des choses maintenant. Ouais, et notamment la signification de castor, mais on y reviendra tout à l'heure. Ça sera voilà, c'est en fin de journée. Comme ça, on a le temps de s'imaginer plein de choses. Merci beaucoup. Et on vous applaudit alors pour cette présentation. Qui donne effectivement plutôt envie. Tout comme votre projet, Luc Chignard, très différent. Sur tous les plans. Alors, on n'est plus au même endroit. Là, on se retrouve du côté de Grenoble. On est à Mélan. En matière de date, on est dans les années 80 cette fois. Donc, c'est plutôt dans la précédente génération d'habitat participatif qui a été évoquée tout à l'heure. Et puis surtout dans le montage de l'opération. Alors, je vais vous laisser le présenter parce que vous saurez le faire bien mieux que moi. Oui, on va changer de siècle. Et bon, même si on va y revenir au siècle actuel à la fin, mais à l'origine de ce projet, donc, c'est le projet de la commune de Mélan, qui à l'époque était sous une municipalité, groupe d'action municipale, et qui avait déjà réalisé une ZAC dans une partie de la commune, et qui développait sur le quartier des Berlières une ZAC dont elle avait comme objectif aussi de faire que le plus possible de futurs habitants participent à travers un atelier public d'urbanisme, etc., enfin, au moins du dessin de l'ensemble du quartier, puisqu'il y a eu un architecte urbaniste qui a dessiné la trame et qui a défini un certain nombre d'objectifs dans lesquels après se sont casés, je crois, enfin, plusieurs dizaines d'architectes sur, je crois que c'est, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est 2000 habitants sur le premier quartier. Et dans ces îlots-là, on va dire, trois candidats, enfin 3 groupes ont été candidats pour faire un habitat groupé. Donc 2 qui ont fait ça en accession, enfin en propriété, et qui fonctionnent toujours. En propriété, enfin, oui, c'est ça, pardon. Et puis donc les naïfs, pour s'appeler comme ça, fallait y croire aussi. C'était donc on est parti sur cette idée-là, bon, parce qu'on n'avait pas, quand on a fait un tour de table des derniers candidats, on était une douzaine, on n'avait pas les moyens d'accéder à la propriété, et donc on a fait ce choix de locatif. C'est un choix, c'est inédit, c'est exceptionnel, ou bien ça se retrouve chez d'autres groupes d'habitat participatif de concevoir un logement qu'on va finalement louer, on n'en est pas propriétaire? Alors, je crois qu'il y a eu d'autres opérations, certaines, bon, je pense dans la région de Lille, enfin, il y a un groupe qui était à l'initiative de ça, mais qui n'a pas abouti dans la durée. Parce que bon, ce qui est particulier, c'est que justement la partie collective était dissociée des autres logements. Donc dès qu'il y a moins de mobilisation
des habitants, qu'est-ce qui disparaît? C'est la partie collective. Et je vais vous expliquer pourquoi. Là, ça continue, quoi. Et donc, on a donc à partir de là, soutenu par la municipalité, il y avait un membre du groupe qui travaillait en mairie aussi, donc qui nous a un peu favorisé l'avancement des démarches. On a choisi donc, on s'est défini à un moment donné, on s'est dit bon on est 12, on y va. Et d'ailleurs ces 12 là, 4 ans après, il y avait 2-3 qui étaient partis, mais qui ont été remplacés par d'autres. On définit donc de choisir un architecte qui n'était pas du tout dans le logement social, mais qui a eu beaucoup de disponibilité pour nous aider à dessiner nos logements et l'ensemble du bâti. Et puis, on est allé voir plusieurs bailleurs, et on en a choisi un qui s'appelle donc Pluralis, qui est basé à Voiron, et qui construit aujourd'hui sur tout le département de l'Isère. Qu'est-ce que ça implique au moment de la mise en œuvre d'un projet de cette association avec un bailleur? Les discussions sont vraiment partagées, ou alors du coup il y a un déséquilibre quand même, étant donné que c'est lui qui va financer le terrain, etc. Alors, on a commencé par rêver, donc c'était bien. Les naïfs, je rappelle le nom de votre groupe. Et donc, quand il a fallu effectivement tirer des traits en bas des colonnes, on nous a dit ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible, ça, il faudrait le mettre autrement, etc. Donc, ça se ressent aujourd'hui un petit peu sur le bâti, en particulier sur les toitures et autres au niveau de l'isolation, par exemple. Mais on lui a aussi, entre guillemets, exigé beaucoup de contraintes, puisque donc je parle de 12 logements pour l'instant, on a réussi à mettre un T4 et un T5 entre deux T4, par exemple. Donc, ce n'est pas très simple pour un architecte d'arriver voilà, enfin bon. Ça aurait été intéressant qu'il y ait un architecte qui soit plus expérimenté avec les exigences du logement social, par exemple. Ça nous aurait évité de rayer des lignes au moment où on a déposé le permis de construire, quoi. Enfin, voilà. Bon. Parlons peut-être pour terminer du bâtiment lui-même, et là encore, alors on pourrait évoquer les espaces partagés. Je ne sais pas si celui-ci en est un ou pas. Oui. Oui. Alors justement, c'est l'un des débats en dehors de concevoir chacun son logement, puisqu'on a quand même été dans le détail dans les logements individuels. Il y avait aussi l'enjeu de l'espace collectif. Et là, on a navigué, on a beaucoup discuté et recherché aussi avec l'architecte. Et en fait, on a choisi, comme on le voit sur l'image, de mettre l'espace collectif au-dessus des garages. Non, l'autre côté, c'est là où il y avait le toit. Voilà, ici, le toit blanc, là. Dessous, il y a 6 garages. Et donc, les espaces communs, les principaux espaces communs, sont au-dessus des garages. C'est ça, ouais. Voilà. Et donc là, vous voyez la salle commune. Derrière, il y a un coin cuisine. Et ensuite, il y a encore 2 autres salles. Ici, on est au rez-de-chaussée, où on a appelé ça la salle des enfants au départ. Et donc aujourd'hui, il y a ping-pong, baby-foot, mais c'est aussi... Il n'y a pas que des enfants, j'imagine, autour du baby-foot et du ping-pong. Bon, mais c'est vrai chacune de ces salles ont vécu des histoires tout à fait différentes. Enfin, il y en a une qui a été labo photo pendant un temps, l'autre salle de télé à d'autres moments, etc. Et puis la salle commune, elle change d'aspect selon les activités qu'on y fait, quoi. Et alors, sans grande surprise. Alors, effectivement, par rapport à ce qui était dit tout à l'heure, une buanderie, mais qui, en fait, à l'origine, on avait cette idée, on s'était dit,
quelles sont les machines industrielles ou collectives, etc. Et puis finalement, on n'avait pas réglé ce problème avant de rentrer dans les locaux. Et aujourd'hui, on fonctionne avec, là je crois qu'il y a 4 machines, mais il y a un séchoir. Les gens qui ont des machines en plus amènent leurs machines, les partagent avec quelqu'un d'autre et renouvellent éventuellement la machine. En fait, les gens qui arrivent ont leur machine personnelle, donc ils la remettent de côté pour ceux qui ne veulent pas garder la machine chez eux. Et en fait, c'est une gestion à 2-3 sur une machine. Au niveau de l'association, l'usage est indiqué, il y a un tarif par machine, etc. Et ça revient en supplément de la cotisation, par exemple. Mais tout le monde n'utilise pas la machine à laver. C'est facultatif. Mais je rappelle hein, que vous êtes en location dans ces logements-là. Oui, Et oui. j'imagine que ça veut dire qu'on a aussi, pour le dire en anglais, un turnover plus important. On a aussi, on est moins dans le schéma que nous racontait Jean-Marc Oui. Chazot tout à l'heure, avec des familles qui sont là depuis le début et encore aujourd'hui dans le projet. Chez vous, on voit des gens partir, on voit des gens arriver. Oui, alors par rapport à des logements sociaux, il semble quand même qu'il y ait beaucoup moins de turnover, parce que en gros, sur 35-36 ans, il y a eu à peu près un départ par an. Donc c'est, semble-t-il, pas très important. Par contre, sur 35-36 ans, je suis depuis l'origine, depuis 1985, et on a eu nos propres enfants, ados, etc. Et puis après, on en a vu d'autres qui sont arrivés nourrissons, et qui sont devenus aussi eux-mêmes ados. On est à peu près la 3e génération d'ados qui arrivent, par rapport à... Peut-être qu'il n'y a plus de piles, ou peut-être que... Sinon, prenez le micro, ou on va échanger le micro. Non, c'est bon, oui. Et, oui, d'accord. Donc, effectivement, toutes les générations d'habitants. Peut-être, oui, pardon, vous voulez terminer. Non, mais c'est vrai que c'est une expérience qui est quand même assez intéressante, parce que ça a modifié, ça a fait évoluer la vie du groupe. En particulier, les anciens tiennent à ce que l'esprit du départ perdure, que les nouveaux arrivants sachent l'histoire du groupe, mais en même temps, au bout d'un certain temps, ceux qui sont les plus anciens sont... Bon, enfin, je veux dire qu'il y en a qui sont plus... nous, ça fait 36 ans, mais il y en a d'autres qui sont là depuis 20 ans, donc ils ont aussi amené quelque chose. Et ceux qui arrivent, en fait, amènent aussi, s'ils sont motivés par l'opération, amènent finalement des façons de partager, et de vivre dans le groupe qui évolue, moi je dirais aujourd'hui, de façon assez positive, quoi. Alors qu'au début, on a essuyé les plâtres, et c'est vrai que c'était pas toujours très facile pour se définir le mode de vie, quoi. Un dernier mot pour conclure cette présentation sur le... Il y avait une question? Non, il n'y a pas de question. Non, je crois que... D'accord. Un dernier mot sur le montage pour ce qui concerne le logement social. Le prix est indexé sur les surfaces des logements. Oui. Tous ces espaces partagés, a priori, ça pourrait créer un surcoût dans les loyers de chacun. Du coup, vous avez décidé de les prendre sur les surfaces des appartements. Voilà, c'est ça. Quand ça va du studio jusqu'au T6. Donc il y a, en fait, je vous disais 12 logements, parce que en cours avant la fin des travaux, il y a une personne du groupe qui dit j'aimerais bien que mon fils, il devient grand, il faudrait que quand on arrivera en 85, il puisse avoir une chambre. Donc on a fait un studio, un très petit studio, donc c'est le 13e logement. Et puis quand on est arrivé, lui, le fils, il avait vécu sa vie ailleurs et il n'était plus là. Sauf que ce logement, finalement, progressivement, a servi à beaucoup de... c'est là où il passe le plus de monde, en fait, où il y a du renouvellement.
mais aussi des jeunes qui ont vécu leur adolescence et qui, les parents étant partis, viennent habiter ce studio aussi. Par exemple, hein, c'est un des usages, quoi. Sur la question des surfaces, quand même, c'est du coup tous ces espaces partagés, Oui. du coup, ils rentrent, Alors, ils sont divisés par autant de logements que vous êtes, mais ça rentre dans le calcul des surfaces de logement de chacun des habitants. Et donc, du coup, pour éviter que vous ne payiez un loyer trop important, parce que du coup, vous vous retrouvez avec bâtiments trop grands, des logements trop grands, vous avez réduit la taille des logements. Oui, c'est ça. Donc, quand on a un T4, on a un petit T4, on a souvent une chambre en moins. Et ça vaut le coup, hein, pardon. Et ça vaut le coup. Je veux dire, la question se pose. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pense toujours avoir des grands logements, etc. Et un habitat participatif de propriétaires, on imagine que les surfaces partagées sont là en plus de ce qui est déjà. C'est vrai qu'il y a des logements qui sont ceux qui sont souvent entre deux logements, qui sont un peu en couloir comme ça. Il manque parfois une chambre. Hein. Donc, comme il y a une partie sous toit pour ceux qui sont au premier étage, il y a beaucoup de mezzanines qui se sont construites, par exemple, pour suppléer à cette. Mais c'est vrai que ça règle cette question de la pérennisation des espaces communs, parce qu'on les paye de toute façon à l'intérieur du loyer, qu'on les utilise ou pas, et il n'y a pas de conséquences. Enfin, d'une certaine façon, on sait que notre loyer inclura cet aspect-là. Et on dit en général qu'on a un bout de notre appartement dans cet espace collectif commun, ce qui fait que on essaye de l'utiliser. Enfin, c'est pas, on est tous chez nous, dans cet espace, on a un peu de chez nous dans cet espace, qui fait que ça marque un peu symboliquement quand même une façon d'entretenir et d'utiliser ces espaces, quoi. Ça me donne envie de poser la question peut-être à Jean-Marc Chazot, qui est très impliqué dans toutes ces très investi sur les évolutions, notamment législatives, qui portent l'habitat participatif. Est-ce que ça pourrait pas être une revendication, ça, que de demander que dans le cadre d'un logement participatif, d'un habitat participatif en logement social, on change un petit peu aussi la méthode de calcul des loyers et on puisse dissocier, puisqu'on connaît tous les avantages, et notamment écologiques, des habitats participatifs, ça pourrait justifier d'adapter un petit peu la loi pour éviter d'avoir du coup des logements un petit peu plus petits. Alors, je vais d'abord intervenir sur les histoires d'espaces communs. Dans le cadre d'une accession à la propriété, comme ça a été notre cas, c'est des logements, c'est des espaces qu'on a payés en plus. Donc, quand on parle du coût de notre logement, dedans sont inclus les parkings qu'on a, mais sont inclus aussi les logements dont on bénéficie tous. Après, sur le plan du coût de ces fonctionnements, donc le coût de ces logements, ça a été, ces espaces mutualisés, ça a été un choix de la coopérative de construction, et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas être une simple copropriété, de dire on divise en 13. La raison évoquée, c'était qu'on, c'est pas parce qu'on a un plus grand appartement qu'on aurait besoin de plus Au contraire, c'est plutôt l'inverse qui s'est produit, puisque la chambre d'amis, on en avait forcément un peu plus besoin quand on avait une seule chambre chez soi que quand on en avait deux. Ah oui, donc il fallait éviter d'en faire un pourcentage. Le choix, ça a été au 13e, mais pas du tout, et c'est toujours le cas. Parce que sinon, ça aurait pu se faire au prorata, ça voulait dire. Voilà, c'est qu'on a un gros logement, on paye pas. un peu plus que... Oui, mais vous on voulait surtout pas. Et d'ailleurs, dans l'évolution de notre coopérative, qui dans les textes devrait se dissoudre une fois qu'on est devenu propriétaire, comme on paye le foncier à la mairie de Saint-Étienne que dans 2 ans, après on est censé dissoudre la coopérative qu'on a créée. On va créer un autre type de coopérative, mais on veut surtout pas passer en copropriété. Donc là, pour répondre à notre cas, donc sur l'achat, ça a été divisé en 13, et sur les charges de fonctionnement, c'est aussi divisé en 13. Pour revenir à votre question, moi je pense que c'est un des objectifs, mais peut-être un peu plus lointain, de Coaptitude 42, qui regroupe quand même pas mal de gens de plusieurs projets ou réalisations. Et l'un des premiers projets, ça va être petit à petit d'essayer de rentrer en contact, d'être reçu par les politiques, déjà parce qu'ils ont quand même leur mot à dire là-dessus, et ils peuvent ou non défendre l'habitat participatif. Et il y a des villes qui le défendent beaucoup plus, nous, ils ne sont pas contre, mais ils ne le poussent pas.
Il y a des villes où on a été avec Carole une fois à Clermont-Ferrand, il y a une aide. Quand ils font une ZAC, il faut un appel à projet pour qu'il y ait un habitat participatif. Nous, on aimerait bien y arriver sur la métropole stéphanoise. Il y a encore du boulot, mais on va déjà essayer de s'atteler à ça, rencontrer aussi les bailleurs sociaux. Et effectivement, mais ça, c'est plus le rôle d'Habitat Participatif France auquel adhèrent la plupart des groupes, des associations plus locales. Ça va être de dire, dans le futur, effectivement, on peut faire changer les lois. Mais vu le boulot que ça a été pour faire adopter la loi Allure, qui a été votée en 2014, mais dont les décrets d'application ont commencé d'apparaître en 2017, je crois, en 2017, mais ils ne sont même pas tous parus aujourd'hui. Vu les avancées de cette loi, je pense que on est verra ça plus tard, on est naïf et on pense qu'on y arrivera. Il n'y a pas de problème. Il faut préciser qu'à l'époque, enfin, dans les années 80, la Pluralis a eu un courrier et l'autorisation du ministère de la Construction à l'époque pour procéder de cette façon. Bon, c'était à titre exceptionnel, mais bon, ça s'est fait, quoi. Ça rentre dans les... Ils sont autorisés finalement à faire payer un espace qu'on n'utilise pas privativement, mais qu'on partage avec d'autres. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Luc Chinière, pour cette présentation. Alors, il faudra reparler après des relations qu'on a avec Pluralis et de la convention qu'on partage avec eux. Eh ben, on va peut-être en parler. D'abord, on vous applaudit, parce qu'on vous remercie et on vous applaudit.